Alors, je suis le docteur Fougère, je suis médecin gériatre au CHU à Toulouse depuis, je pense, un candidat d'année en publié. Ça fait 6 ans que je suis gériatre. J'arrive de Lille et je suis 2 ans. Et j'ai un versant, en fait, j'ai un versant soins. Je travaille 2 jours par semaine à l'hôpital à Rangueil dans un service de post-urgence gériatrique. Donc, il y a un service, en fait, un très court séjour. Les patients restent 3 4 jours. L'idée, c'est de régler le problème aigu et qu'ils rentrent rapidement dans leur lieu de vie, que ce soit le domicile ou au foyer logement, les maisons de retraite, etc. Mais c'est pas, c'est un très court séjour. Et mon autre partie de mon travail, c'est la recherche. Je fais 3 jours de recherche et d'enseignement à la faculté de médecine sur les allées jubiliennes ici à Toulouse. Et ma thématique de recherche, c'est principalement. Ça vous en de combien quand ça. Oui, pour moi. Pas de souci. Et ma thématique de recherche, c'est la fragilité du sujet âgé et principalement la fragilité en soins primaires et donc comment essayer d'éviter que les gens âgés arrivent à l'hôpital et prévenir justement les maladies. Donc là, moi, je vais vous parler de la fragilité, donc vous expliquer un peu le concept, etc. Et voilà. Si vous avez des questions, donc on m'a dit que c'était un auditoire aussi qui avait quand même quelques scientifiques, en tout cas qui avait des scientifiques, donc j'ai essayé aussi de. Alors, le plan, ça va être le concept de fragilité, la définition de la fragilité, comment on reconnaît la fragilité, quelques notions de biologie, ensuite des exemples sur fragilité cognition, fragilité ostéoporose, fragilité et sarcopénie. Ensuite, je vous parlerai un peu de l'expérience toulousaine qu'on a sur la fragilité avant de conclure. Alors, le concept de fragilité. Alors, le concept de fragilité, c'est quelque chose qui intéresse quand même bien nos pouvoirs publics, puisque l'HAS, donc ça date de 2014, a déjà édité des recommandations pour comment prendre en charge la personne âgée fragile en ambulatoire. Pourquoi on s'intéresse aux personnes âgées fragiles? Parce que, comme vous pouvez voir, pour un même âge, l'état clinique de la personne peut être complètement différent, avec les gens musclés, les qui font d'athlétisme, comme des gens alités et dépendants. Alors la fragilité, le concept, c'est quoi? Je vais 2 patientes, exactement pareil, 2 femmes de 78 ans, qui ont une hypertension artérielle, qui sont autonomes à leur domicile, et là, elles font leur pneumopathie. La première, à gauche, la patiente A, elle récupère rapidement, elle retourne à son domicile sans aide. Et la deuxième, on ne sait pas pourquoi, elle devient confuse, elle chute dans le service, elle se fracture le col du fémur, elle se retrouve dans une maison de convalescence, et total des choses, elle retourne à domicile avec des aides. Pourquoi ces 2 patientes qui, en fait, initialement, ont le même profil, qui rentrent pour la même chose à l'hôpital, pourquoi il y en a une qui évolue bien et l'autre qui évolue pas bien? Possiblement parce qu'en fait, ce qu'on n'avait pas vu, c'était que celle-là, la patiente B, elle était fragile. Alors, sur le vieillissement, il y a plusieurs choses. Il y a d'abord le vieillissement robuste, donc les personnes âgées en bonne santé. C'est 50% des sujets âgés de plus de 65 ans. Pas d'atteinte ou de très peu d'atteintes des fonctions physiologiques, peu ou pas de pathologie. Et à ce moment-là, l'objectif, c'est de la prévention, nutrition, activité physique, vie sociale, etc. Mais c'est 50% des gens sont robustes. Ensuite, de l'autre côté, complètement de l'autre côté, il y a le vieillissement pathologique avec les personnes qui sont dépendantes. Ça représente 5 à 10% des sujets de plus de 65 ans. Et ils sont hospitalisés ou en institution. Et entre les deux, on a ces sujets âgés fragiles, qui sont donc entre les deux. Le point le plus important dans la fragilité, que je vais vous répéter et répéter durant cette conférence, c'est que quand on est dépendant, vous avez vu la flèche, elle est que dans un sens. Quand on est dépendant, on ne redevient plus robuste. Quand on est fragile, on peut revenir à l'état de robustesse. Donc en fait, l'intérêt, c'est que ça soit cette notion bidirectionnelle, c'est vraiment le plus important.
parce que c'est justement éviter que ces personnes âgées fragiles, elles deviennent dépendantes, mais par contre, qu'elles retournent sur l'état de robuste. La fragilité, si on regarde sur une autre courbe, en se disant que là, c'est les paramètres physiologiques, et la barre, le seuil, ce qu'on a écrit seuil, c'est le seuil de dépendance, où les gens vont devenir dépendants. La fragilité, c'est avant, justement, et donc, toujours pareil, éviter que ces gens passent le seuil et deviennent dépendants. Alors, pour les pouvoirs, je fais juste un petit aparté, pour les pouvoirs publics, en fait, ça les intéresse beaucoup, pour la simple et bonne raison que ce qui coûte cher à la société, c'est les gens dépendants, hein. C'est les gens malades. C'est pas les... Donc, justement, attraper les gens avant qu'ils soient malades, ou prévenir la maladie, c'est ce qui est le plus important. Et c'est ce qui, économiquement aussi, est important. Alors, la prévalence de la fragilité, c'est une étude qui date de 2009, qui était sur les principaux pays européens. Donc, ce qu'on voyait, c'est que 15 à 20% de la population à domicile est fragile après 65 ans, avec pas tant de disparité en fait, entre les pays européens. Alors, fragilité, ça ne veut pas dire vieillissement. La distinction est toujours quand même difficile, parce qu'il y a des domaines attribuables, justement, je vais vous montrer, notamment au niveau biologique, où on retrouve des paramètres qui sont au niveau biologique, par exemple l'inflammation, c'est qu'on est plus on vieillit, plus on a des paramètres inflammatoires au niveau biologique, et en fait dans la fragilité on retrouve ces paramètres inflammatoires, mais de façon plus importante. Donc en fait, il y a des domaines attribuables à la fragilité qui sont communs au vieillissement. Les processus physiopathologiques du vieillissement sont indissociables de ceux de la fragilité. Mais la fragilité, en fait, ça permet d'intégrer justement ma seconde diapo là sur toutes les photos, ça permet d'intégrer l'hétérogénéité de la population âgée et la notion qu'on appelle d'âge physiologique. Alors, la définition, là je vous ai parlé du concept, on a une définition théorique de la fragilité qui est validée par tout le monde, par l'OMS et par tous les travaux, qui en fait dit, c'est diminution des capacités physiologiques qui altèrent les mécanismes d'adaptation au stress, et on sait que ça entraîne des incapacités, la mortalité, des chutes, l'hospitalisation, l'entrée en institution. Donc en fait, pour faire simple, c'est exactement ce qu'on a vu sur la diapo avec les deux personnes, les deux dames qui étaient âgées de 78 ans. Il y en a pour un phénomène aigu, pour les deux mêmes personnes. Il y a une qui, avec un phénomène aigu, n'a pas su s'adapter au phénomène aigu, à cette adaptation au stress, et donc, a entraîné, bon là c'était pas, c'est entraîné là beaucoup la chute, l'hospitalisation prolongée, et des fois possiblement l'entrée en institution. L'âge, donc ça on l'a dit, est un déterminant majeur de la fragilité, mais n'explique pas à lui seul ce symptôme. La prise en charge des déterminants de la fragilité peut réduire ou retarder les conséquences. Et donc ça, je reviens encore sur ce que j'ai dit tout à l'heure, la fragilité est donc inscrite dans un processus réversible. Donc ça, c'est vraiment le plus important, l'histoire de ce processus réversible de la fragilité. Donc ça, c'est pareil, donc là, pour le coup, ça date de 2012, mais ça reprend la définition de la fragilité comme syndrome multidimensionnel caractérisé par la décroissance des réserves et la diminution de la résistance au stress. Donc résistance au stress, c'est donc voilà, toute pathologie aiguë que vous pouvez avoir et qui, chez vous et moi, en fait, on va répondre correctement, et la personne âgée fragile, elle, va décompenser. Alors ça c'était la définition théorique. Tout le monde est d'accord sur la définition théorique, sur cette diminution de la capacité de réponse au stress. Mais comment on fait pour opérationnaliser cette définition? Et alors là, c'est le problème, parce que personne n'est d'accord. Donc on est tous d'accord sur la fragilité, sur la définition théorique, mais par contre sur la définition opérationnelle, vous trouverez 36 000 études et personne n'est d'accord. On ne sait pas quels critères faut utiliser, à partir de quel âge on repère la fragilité, est-ce qu'on intègre les comorbidités, la cognition, le moral, le psychosocial, les incapacités. Alors il y en a qui le font, qui ne le font pas. Vous allez trouver 36 000 définitions. Je vous en montrerai tout à l'heure. Donc là, c'est ce que je disais, très nombreuses échelles, avec des qualités intrinsèques hétérogènes et parfois mal évaluées. C'est difficile de sélectionner la population, ce que je disais par rapport à l'âge, est-ce qu'on commence à repérer les personnes âgées fragiles
à 65 ans, à 70 ans, plus tard, plus jeune. Ça, c'est compliqué. Puis quel type de population? Ensuite, toutes ces échelles, quoi qu'il arrive, sont robustes parce qu'elles sont toutes prédictives d'événements indésirables. C'est-à-dire, quelle que soit l'échelle qu'on utilise par contre pour repérer les personnes âgées fragiles, elles sont toutes prédictives de mortalité, de chute, d'hospitalisation prolongée. Alors, on peut utiliser deux modèles quand même dans le repérage de la fragilité comme mode de dépistage et la fragilité diagnostique. Parce qu'on a des échelles qui permettent de screener un peu les personnes âgées fragiles, donc dire celle-ci, elle serait possiblement fragile, et puis après on a des échelles pour dire pourquoi elles sont fragiles. Sur quels paramètres, entre guillemets, elles sont fragiles. Est-ce que c'est plutôt sur la cognition? Est-ce que c'est plutôt sur le physique? Est-ce que c'est plutôt sur le social? Etc. Alors, comment on reconnaît la fragilité? Donc là, c'est justement, je vais vous montrer une partie des tests qu'on a pour reconnaître la fragilité. Quels que soient les tests, alors ça c'est valable pour la fragilité, mais c'est valable pour tous les tests diagnostiques en médecine, il faut qu'ils soient validés, reproductibles, spécifiques, donc là en l'occurrence de la fragilité, sensibles aux changements dans le temps et aux interventions, pratiques, non invasifs, non onéreux, largement accessibles à tous, prédictifs bien sûr des événements péjoratifs, et cohérents dans les populations différentes. Alors, le modèle qui est le plus utilisé, principalement, alors à la fois en pratique clinique, mais aussi en recherche. Alors, pour la simple et bonne raison que jusqu'à présent, c'était un des modèles les plus simples, à la fois pour la clinique et pour la recherche. C'est le modèle de Fried. C'est une chercheuse américaine qui a développé ça en 2001. Son modèle, c'est le phénotype de fragilité. Et alors, pour elle, il y a 5 critères pour dire qu'on est fragile. C'est la perte de poids involontaire, la diminution de la vitesse de marche, la faiblesse musculaire, la fatigue et la diminution de l'activité physique, où elle a mis à chaque fois ces critères, donc perte de 7 kilos, le temps de la vitesse de marche sur 4 mètres, la force de préhension qu'elle mesure avec un dynamomètre, la fatigue, c'est de la sédentarité, etc. Et la diminution de l'activité physique sur les dépenses énergétiques. Et en fait, elle dit, soit vous n'avez pas de critères, vous êtes robuste, vous avez 1 ou 2 critères, vous êtes très fragile, et vous avez 3, 4 ou 5 critères, et à ce moment-là, vous êtes fragile. Ce modèle, donc je vous dis, c'est le plus utilisé et encore à présent. Maintenant, il a ses limites. C'est comme vous voyez, il n'y a que des paramètres physiques. Ça veut dire que là, on ne parle pas de la cognition, on ne parle pas du moral, on ne parle pas de l'isolement social, de la nutrition, enfin, avec la perte de poids, mais pas spécifiquement, etc. Donc, il est assez décrié aussi, ce modèle. Maintenant, ceux qui le défendent, ils disent aussi, si on est complètement dément, de toute façon, on ne peut pas aller faire ses courses, et donc on va mal manger, donc on va avoir la perte de poids. Voilà. Mais, donc c'est ce que je dis, on oublie beaucoup de paramètres qui sont quand même l'accès aux soins, même les moyens financiers aussi, ça peut être un paramètre de fragilité, les maladies, le fardeau des aidants, etc. Alors, il y a d'autres modèles qui ont été faits. Il y a par exemple l'index de fragilité de Rockwood, qui, là, pour le coup, est aussi pas mal utilisé, je dirais presque de plus en plus utilisé avec l'informatisation des dossiers médicaux, parce que le fait d'informatiser, en fait, on peut rapidement construire l'index, alors que là, en fait, c'était plus compliqué avant de poser les questions, parce que là, pour le coup, il y a tout. Il y a 70 paramètres. Et vous avez vraiment les problèmes de niveau, les problèmes de thyroïde, la peau, tout. Là, vraiment, on a tout. Et à partir de ça, des 70 paramètres, il y a un calcul d'un index de fragilité. Et en fonction de l'index, là, pour le coup, c'est pas tant comme tout à l'heure avec des chiffres bien définis où c'était 0 robuste, 1, 2 très fragile, 3, 4, 5 fragile. C'est plus un index longitudinal, entre guillemets, où en fait, vous avez un score à un temps T, et l'idée, c'est de voir comment évolue votre score à temps T+1, T+2, etc. Et de voir comment vous évoluez, plus que un cut-off bien précis. D'ailleurs, dans la littérature, c'est pareil, il y a plein de cut-offs différents de cet index de Rockwood. C'est plus un index longitudinal.
qui est utilisé aussi pas mal dans les travaux de recherche. En clinique, objectivement, pas du tout. Pour l'instant, c'est trop compliqué. Un autre test, c'est le SPPB, Short Physical Performance Battery, qui est en fait un test assez physique, où en fait on a un lever de chaise, une vitesse de marche et un appui, un appui podal. C'est un score qui est sur 12, et en dessous de 10, on considère que vous êtes fragile. Donc là aussi, vous remarquez, c'est encore que du physique. Maintenant, quand je disais tout à l'heure qu'ils étaient tous prédictifs quand même d'événements péjoratifs, si on regarde là, donc c'est le score SPPB et le pourcentage de personnes dépendantes à 4 ans en fonction de leur score initial de SPPB, on voit que les gens qui ont 12 de SPPB, donc le max, ils deviennent quasiment pas dépendants. Par contre, ceux qui ont 4, il y en a quand même 50% qui deviennent dépendants à 4 ans. Donc c'est quand même un score qui est quand même assez prédictif de se dire ce qu'on va, entre guillemets, devenir dans 4 ans, si on n'agit pas. Le GFST, alors ça c'est un score qui a été développé ici à Toulouse. C'est plus un score pour le coup, de ce qu'on disait de screening. L'idée, c'est de se dire, cette personne-là, elle est fragile, on ne sait pas pourquoi, mais elle est fragile, donc il faut l'évaluer. Il faut vraiment l'évaluer. Donc c'est un score, il reprend un peu des questions de Fried, vous allez voir, perte de poids, l'isolement social, pour le coup, la fatigue, les difficultés à se déplacer, mais par contre, il y a une question sur la perte de mémoire. Et alors, il y a une question qui est aussi très importante, qui est la réponse de l'évaluation subjective. Alors, si je la retrouve, voilà. Votre patient vous paraît-il fragile? Oui, non. Ça, c'est les médecins généralistes, les médecins traitants des patients qui remplissent ce questionnaire. Et la question de l'évaluation subjective du médecin est très importante parce qu'on s'est rendu compte, en fait, que déjà l'évaluation subjective du médecin, juste de se dire, tiens, ce patient-là, je le sens fragile, c'était déjà presque un critère parce qu'à chaque fois, on retrouvait une bonne corrélation avec, par exemple, les critères de Fried, en se disant, quand le médecin pensait que le patient était fragile, ben, il l'était vraiment. Donc c'est un bon test parce qu'il est quand même assez sensible et assez spécifique, 83% de sensibilité et 95% de spécificité. Donc c'est un test ici à Toulouse que les médecins généralistes utilisent. Ils font le test, si le test est positif, ils peuvent envoyer à l'hôpital de jour de la fragilité à la grave. Je vous en parlerai aussi tout à l'heure. Alors, là, j'ai juste listé, voilà, il y a plein d'autres j'ai des listages. Comme je vous voyais, en fait, ce que je disais tout à l'heure, tout le monde est d'accord donc, sur la définition théorique et la définition opérationnelle. Voilà, il y a toutes ces échelles. Alors, la biologie de la fragilité. Qu'est-ce que c'est la fragilité au niveau biologique? Au niveau biologique, c'est principalement, je dis vraiment principalement, c'est vraiment le gros point, c'est l'inflammation. Ensuite, il y a la dérégulation hormonale, des facteurs génétiques et épigénétiques, et ensuite d'autres facteurs. Ce qui est important, ce qu'on a remarqué, c'est que sur tous ces facteurs, sur tous ces facteurs impliqués, notamment l'inflammation, ce qui joue le plus, c'est au niveau du muscle squelettique. D'où la définition de Fried, qui est discutée, mais on voit qu'elle a quand même sa théorie au niveau biologique, puisqu'on se rend compte que l'effet biologique principal, il est au niveau du muscle squelettique, donc physique. Le vieillissement biologique, c'est quoi d'abord? C'est le déclin et la détérioration des propriétés fonctionnelles d'abord au niveau de la cellule, puis du tissu, puis de l'organe. C'est le dérèglement des mécanismes de maintenance. Donc il y a tout ça, il y a des facteurs génétiques, épigénétiques et environnementaux qui rentrent là-dedans. C'est une sensibilité accrue aux pathologies. Ça, on ne peut rien y faire. Plus on vieillit, plus on est sensible aux pathologies. Tous les mécanismes du vieillissement ne sont pas tous connus, mais on sait qu'il y a principalement des mécanismes cellulaires et des mécanismes systémiques. Je ne rentrerai pas plus dans ces détails. Alors, fragilité à inflammation. L'inflammation aiguë, on la connaît. C'est justement, vous faites une infection, le système inflammatoire se met en route, avec une réaction immunitaire qui peut durer quelques jours. L'inflammation chronique, c'est des niveaux élevés de cytokines en réponse à des événements physiologiques et environnementaux.
Et alors, avec l'âge, on a un phénomène où on a justement ces cytokines inflammatoires, tous ces marqueurs inflammatoires qui sont augmentés. Et c'est ce qu'on appelle l'inflammaging. Et donc, c'est dû à l'immunosénescence, donc au vieillissement du système immunitaire. Ça augmente les processus habituels du vieillissement. En fait, plus vous avez c'est un cercle vicieux, vous vieillissez et vous avez plus d'inflammation, et plus vous avez d'inflammation, plus vous vieillissez. Et cette inflammation a un rôle dans l'initiation de pas mal de pathologies, notamment les cancers, la maladie d'Alzheimer, l'hypertension artérielle, l'ostéoporose, le diabète. On retrouve toujours dans toutes ces pathologies une part inflammatoire. Et donc le plus important, alors là, j'ai mis cette balance parce que je trouvais ça important, parce que j'ai déjà eu la question dans l'autre sens en disant, mais si en fait là il y a de l'inflammation, pourquoi on ne prend pas tous des anti-inflammatoires? Puisque ça serait la réponse, parce que je dis que l'inflammation est un problème. Et en fait, le problème est pas le problème est l'inflammation, mais le problème est surtout la dérégulation de la balance justement homéostatique, à dire que il y a trop de poids d'inflammation, mais si vous prenez trop d'anti-inflammatoires, la balance va basculer dans l'autre sens et ce ne sera pas bon non plus. Il faut en fait que la balance soit en équilibre. C'est le même principe avec les oxydants ou les antioxydants que vous voyez sur le marché. Les antioxydants peuvent être bénéfiques si vous avez trop d'oxydation. Mais si vous prenez trop d'antioxydants, vous passez sur le versant inverse, puisque l'idée c'est toujours d'être en balance et pas d'avoir un côté ou un autre trop important. Et là, c'est ce qui se passe justement dans la fragilité. Il y a un système inflammatoire qui est trop important. Au niveau hormonal, qu'est-ce qui se passe? Il y a une atteinte hormonale, notamment au niveau des stéroïdes sexuels avec l'inflammation, et au testostérone oestradiol, et au niveau de l'axe somatotrope avec l'IGF-1, qui est au niveau du diabète. Et ça contribue à l'importance du processus de vieillissement et au développement de la fragilité. Avec la fragilité, il y a un état de résistance à l'insuline, donc qui est associé à la fragilité, à la diminution des capacités de production musculaire. Et ensuite, il y a des changements, tous ces changements hormonaux sont dus aussi aux changements musculaires et à l'atteinte du muscle squelettique. L'atteinte hormonale est elle-même souvent liée à la part inflammatoire. Et c'est pour ça que je disais que l'inflammation était vraiment au centre dans la fragilité. Les autres facteurs biologiques qu'on retrouve régulièrement dans la fragilité, c'est l'atteinte au niveau des micronutriments, et alors principalement avec l'âge, au niveau de la vitamine D. Alors, on est dans une région ensoleillée, mais donc la vitamine D, c'est produit principalement c'est produit par la peau, dû à l'exposition aux UV. Alors, on sait qu'avec l'âge, les gens viennent se mettre moins dehors, justement, et moins aux UV, et en plus, la peau synthétise moins bien la vitamine D, et donc on a plein de gens qui sont carences en vitamine D, et même à tout. Ensuite, on a les carences alimentaires, et donc en fait, voilà, plus le nombre de carences est élevé, plus le risque de fragilité augmente. Il y a des facteurs génétiques et épigénétiques. Épigénétique, c'est en fait, soit les gènes peuvent être modifiés directement par les facteurs environnementaux, et à ce moment-là, toute la transcription du gène est modifiée. Les facteurs épigénétiques, c'est tout ce qui entoure le gène. Le gène n'est pas modifié directement, mais en fait, le fait de modifier tout ce qui entoure le gène modifie quand même la transcription du gène. Alors, quelques exemples pour vous montrer l'importance de la fragilité, à la fois au niveau de la cognition, de l'ostéoporose et de la sarcopénie. Alors là, c'est une étude qui a été menée, enfin il y en a eu plusieurs entre 1998 et 2005. Vitesse de marche, test de levée de chaise, force de préhension. Et à chaque fois, on s'est rendu compte que ces paramètres-là prédisaient le déclin cognitif. Alors, sur cette étude, c'est par exemple, donc là vous avez quatre courbes différentes. C'est la vitesse de marche, et donc en fait, ils sont suivis pendant 7 ans. Donc je vais vous prendre la vitesse de marche, et là c'est le MMS. Le MMS, c'est un test de mémoire. Plus vous avez un MMS bas, plus alors, le cutoff de démence, c'est pareil suivant les études, mais environ entre 22 et 24 suivant les études. En dessous de 22 à 24, vous êtes considéré comme ayant des troubles cognitifs.
Et donc, en fait, ce qu'on voit sur ces graphes, c'est que plus la vitesse de marche au début était basse, plus les gens perdent de points au MMS, en fait, avec le temps. Vous voyez bien sur l'écran? Voilà. Parce que le message, c'est plus la vitesse de marche était basse au début, plus ils perdent de points au MMS, donc plus plus en fait ils deviennent avec des troubles cognitifs. Là, c'est une cohorte toulousaine, justement, réelle. Là, alors là, c'était l'appui unipodal, donc les gens se mettent sur un pied. Si la station, alors toujours pareil, on les prend au tout début et on les suit pendant 2 ans. Si au tout début, la station unipodale était anormale, à 24 mois, ils ont perdu 8 points à l'appui unipodal, au MMS, pardon. Et si la station unipodale était normale, ils perdaient que 4 points. Mais quand même 4 points. Là, alors là, c'était un suivi pendant 10 ans, toujours avec le MS. Et là, ce qu'on voyait, c'était pareil. C'était qu'en fait, les gens, donc là, c'était selon Fried, ils avaient les critères de Fried. Donc, soit ils étaient robustes, donc pas de critères de Fried, soit ils étaient très fragiles, soit ils étaient fragiles au début, hein, au tout début. On fait les critères, et au bout de 10 ans, on se rend compte que les gens sont passés de 26 de MMS à 15 pour les fragiles. Les fragiles du début. Relation entre fragilité et maladie d'Alzheimer. Donc là, c'est la fréquence de la maladie d'Alzheimer. Donc ceux qui ne sont pas fragiles ont moins de maladie d'Alzheimer. D'ailleurs, le chiffre, c'est fragilité au début de l'inclusion sur cette étude. Le risque de la maladie d'Alzheimer est augmenté de 2,5 fois. Donc vraiment, c'est voilà, pour vous montrer. Et c'est pour ça, je reviens encore sur les critères de Fried, les critères physiques, de vous dire que ils sont discutés parce que justement, on ne parle pas de cognition, on ne parle pas de social, on ne parle pas, etc. Mais en fait, on se rend compte que tous ces critères physiques retentissent par exemple, sur le cognitif. Ah, ma batterie fait oui. Je vais me brancher un petit été. Alors ensuite, on a fragilité et ostéoporose. Donc vous allez voir de la même manière que les personnes âgées fragiles ont plus de risques de devenir ostéoporotiques. Alors là, c'est une étude pareille où en fait il y a la densité minérale osseuse, le nombre de fractures et le nombre de chutes. Je ne vais pas essayer de vous montrer les chiffres. L'idée, c'est que je vous ai juste pointé. Les sujets âgés qui sont fragiles sont ceux qui avaient le plus grand nombre de chutes, la densité minérale osseuse la plus basse et le nombre de fractures le plus haut. Pareil, une étude entre fragilité et risque de chute, de fracture. Donc là, chez les personnes âgées qui étaient fragiles, ils avaient un risque de chute qui était augmenté de 1,4, de fracture de hanche de 1,4, de fracture non vertébrale de 1,25, de décès de 1,82. À chaque fois, on les prend à l'inclusion, on regarde s'ils sont fragiles et on les suit. Et à chaque fois, on s'est rendu compte qu'ils chutaient plus, qu'ils avaient plus de fractures, etc., etc. D'où l'intérêt, le message que je veux vous faire passer, d'où l'intérêt de les repérer et de faire en sorte qu'ils soient plus fragiles. Là, c'était l'intérêt de justement, parce que souvent, des fois, on se dit, bon, bah, ici, ils sont fragiles, on va pas les traiter, le médicament, ça coûte cher, ils vont pas les prendre, etc. Donc là, c'est l'étude qui a été menée avec un traitement anti-ostéoporotique, et on s'est rendu compte que traiter les fragiles, on faisait diminuer de 59% les fractures vertébrales, chez les très fragiles de 45%, et chez les robustes de 31%. Alors, le message n'est pas de dire qu'il ne faut pas traiter les robustes, hein.
Le message est de dire qu'il faut traiter les fragiles parce qu'on voit que c'est quand même vachement efficace. Fragilité et sarcopénie. Alors, la sarcopénie, déjà, la sarcopénie, ça date de 1997, enfin, ça existe bien avant, hein, mais ça a été défini en 1997 par Rosenberg, et ça disait juste, pour vous faire rapide tout ce texte, il appelait ça sarcomalacie ou sarcopénie. La sarcopénie, c'est la diminution de la masse et de la fonction musculaire. Donc, à la fois, vous perdez du muscle, mais pas que du muscle, vous perdez aussi de la fonction, donc de la force musculaire. Comme exemple, là vous avez un adulte de 25 ans, donc tout ce que vous voyez en gris clair, c'est du muscle, ce que vous voyez en gris foncé, c'est de la graisse. Ça, c'est un quadriceps. À 75 ans, vous voyez la taille du muscle, alors, là, vous voyez que le volume est à peu près le même, à peu près. Donc ils ont à peu près la même cuisse, par contre la taille du muscle est à peu près 3 à 4 fois plus petite. Pourquoi c'est important de s'intéresser à la sarcopénie? C'est des vieux chiffres parce que ça date quand même de 2004. Mais les fractures ostéoporotiques annuellement, ça c'était aux États-Unis, ça coûtait 16,3 milliards de dollars. La sarcopénie, 18,5 milliards de dollars. Alors pourquoi ça coûte si cher? Pour la simple et bonne raison qu'on perd la masse, donc on marche moins bien, donc on devient déficient, limitation fonctionnelle, et on est dépendant. Sarcopénie et fragilité, c'est deux choses qui sont... Parce que là, dans mon schéma que j'ai un peu fait, la diapo d'avant, c'est un peu la deuxième diapo aussi en disant vieillissement réussi, fragilité et dépendant. Là, on se retrouve avec des gens bien qui ont un déclin et qui ensuite deviennent dépendants. Donc on est un peu sur la même chose. C'est deux choses qui sont deux pathologies qui sont assez intriquées. Je ne vous ai pas mis l'autre schéma, mais Linda Fried, justement, en 2001, quand elle a défini la fragilité, elle parlait déjà de sarcopénie. Et puis, de toute façon, on se rend bien compte que quand elle met diminution de la force musculaire et de la perte de poids, en fait, elle met un peu diminution de masse et diminution de force. Donc, on est un peu sur des critères qui se ressemblent. Et d'ailleurs, il y a un mix justement entre les deux. Et des fois, on finit par parler des fois de fragilité physique et sarcopénie, qui sont en un concept. Alors, l'expérience toulousaine. Qu'est-ce qui se passe chez nous? Chez nous, alors c'est pas mal construit. Alors la gériatrie à Toulouse est quand même bien. Je prêche pour ma paroisse, mais j'ai l'expérience d'ailleurs, donc je me rends compte comment ça se passe. C'est bien organisé. C'est pas mal d'être vieux à Toulouse. On n'est pas trop mal pris en charge. Les médecins, alors les médecins généralistes peuvent repérer les personnes âgées fragiles, justement, en leur faisant le GFST, là, la grille que je vous ai montrée, où est-ce qu'ils ont perdu du poids, est-ce que la vitesse de marche est un peu altérée, etc. Et est-ce qu'ils les sentent fragiles. Si ça c'est positif, à ce moment-là, il y a un hôpital de jour d'évaluation des fragilités de prévention de la dépendance qui est à l'hôpital Lagrave en centre-ville, qui a ouvert depuis 2011. Chez nous, c'est le premier hôpital de jour d'évaluation des fragilités qui a été ouvert en France sur une mission du ministère de la Santé qui a été donnée au professeur Vélas, d'ouvrir justement pour la prise en charge de la fragilité. Ça qui marche pas mal parce que depuis, il y a 51 hôpitaux de jour spécifiques de la fragilité qui ont été ouverts en France et on y prend en charge justement que ces patients âgés fragiles. Donc ça veut dire on fait le test il faut pas que ce soit des gens dépendants et par contre, il faut qu'ils aient été repérés comme fragiles. Donc le médecin généraliste les adresse. Je reviens sur le GFST parce que c'était important de vous remonter. Population cible, les plus de 65 ans fragiles. Donc il y a une expertise sur la prise en charge. Le mode de fonctionnement, c'est ils arrivent le matin, ils repartent le soir, et ils vont arriver à avoir un gériatre, une infirmière, une aide-soignante, un professeur d'activité physique, un psychologue, une diététicienne, une assistante sociale. Ils rentrent, ils dorment.
parce que c'est des bonnes ou grosses journées. Ils voient vraiment tout le monde. Ils ont une évaluation qui est vraiment multidisciplinaire. Donc c'est le rôle des hôpitaux de jour, hein, d'avoir des évaluations multidisciplinaires. Et au cours de cette évaluation, donc là je vous ai parlé que des soignants, entre guillemets, mais ils font aussi un DEXA, ce qu'on appelle un DEXA, c'est une espèce de scanner, mais ça dure 5 minutes. Les gens le font très facilement. Et en fait, de ce DEXA, il y a une ostéodensitométrie et aussi une mesure de la masse musculaire. Donc c'est vraiment une journée complète. De cette journée, l'hôpital de jour fait toute une synthèse avec des recommandations qu'il envoie au médecin traitant. Et le médecin traitant, à ce moment-là, suivre, j'espère, les recommandations. Donc, les acteurs de premier recours, conseil général, mairie, CCAS, le médecin généraliste, à ce moment-là, repère. L'hôpital de jour des fragilités, intervention, et alors là, je vais prêcher aussi pour ma paroisse, la recherche clinique. Hyper développée aussi à Toulouse. Vous avez de la chance d'avoir, faut le dire, il y a toutes les nouvelles molécules, notamment aussi pour la maladie d'Alzheimer. On a quasiment tous les essais thérapeutiques qui existent dans le monde qui sont à Toulouse. Donc c'est aussi une chance. Et certaines personnes peuvent bénéficier de la recherche clinique et je pense que c'est important aussi. Alors on a on développe aussi des nouveaux modèles. Donc là, on a essayé de se dire, c'est ce que je vous disais, alors, ça c'est un projet que je mène, donc c'est facile d'en parler, justement sur sortir les gens de l'hôpital, parce que là je vous parle de Toulouse, donc c'est bien, on a un hôpital de jour, fragilité à Toulouse, etc. Bon, dans la région Midi-Pyrénées, à peu près bien desservie, il y en a à Castres, il y en a à Tarbes, il y en a à peu près partout, mais si vous êtes au fin fond du Lot, il n'y a pas d'hôpital de jour fragilité. Donc votre médecin généraliste qui vous repère fragile, qu'est-ce qu'il fait? Bon, alors il y a des consultations gériatriques, il y a Cahors, etc. On se débrouille comme ça, mais c'est pas forcément optimal. Des hôpitaux de jour, voilà, il n'y en a pas partout. Des médecins généralistes, il y en a partout. Des infirmières, il y en a partout. L'idée de ce projet, c'était à la fois un rôle de formation. On a essayé de former les internes de médecine générale qui étaient en fin de cursus à l'évaluation de la fragilité, comme ça pour qu'ils puissent le faire en cabinet. Et surtout, on a formé des infirmières qui vont directement dans les cabinets de médecine générale. Et dans le cabinet de médecine générale, elles font des évaluations de la fragilité. Donc, l'infirmière, elle n'est pas diététicienne, elle n'est pas psychologue, elle n'est pas professeure d'activité physique, elle est infirmière. Mais ça n'empêche que tous les gens qui, des fois, sont réticents à aller à l'hôpital pour faire ou qui n'ont pas les hôpitaux à proximité, ils ont déjà quand même une évaluation qui est bien complète. Et au terme de cette évaluation, soit déjà tout va bien, voilà, soit il y a quelques petits problèmes et le médecin généraliste peut largement les prendre en charge, soit pour le coup c'est trop lourd. Et là, rien n'empêche de dire au patient, vous avez fait une première évaluation, ça ne va pas, il faut que vous soyez vu de façon plus poussée à l'hôpital. Mais l'intérêt de ce modèle, c'était de dire, oui, on peut le diffuser comme ça sur tous les territoires, parce que des infirmières, il y en a partout, des médecins généralistes, il y en a partout. Alors que les hôpitaux de jour, non. Deuxièmement, les hôpitaux de jour, comme tous les hôpitaux, ça coûte cher. Alors que l'infirmière, ça ne coûte pas très cher. À ce jour, donc ça c'est un des travaux qu'on a commencé il y a un pile poil, en fin mai 2015, uniquement pour l'instant sur la métropole toulousaine, parce que c'est une infirmière de l'hôpital qui est libérée spécifiquement pour aller dans les cabinets de médecine générale. Et elle toute seule, dans une dizaine de cabinets de médecine générale, elle a vu plus de 300 patients. Donc, et en fait, plus sur les 300 patients, il y en a 80% qui sont restés suivis par le médecin généraliste, qui n'ont pas eu besoin d'aller faire une nouvelle évaluation, qui au terme de cette évaluation avec le médecin, avec l'infirmière, ont pu avoir un plan de soins personnalisé et ne pas avoir à aller à l'hôpital. Un autre projet, je vous donnerai, je vous ferai passer des petits flyers, parce que ça, c'est un projet que je trouve très intéressant, qui vient de débuter. C'est le projet Spritz. Alors c'est un projet européen. L'objectif, c'est déterminer dans quelle mesure il est possible de prévenir la perte d'autonomie de la fragilité physique et de la sarcopénie. Pour vous le faire rapide, en fait, pendant ces études qui durent
3 ans, 2 ans, je pense. En fait, c'est ni plus ni moins, on vous paye une salle de sport pendant 2 ans. En fait, c'est à la Grave, et en fait, vous allez faire de l'activité physique 2 fois par semaine pendant 2 ans, gratuitement, aux frais de l'île de Sprint. Et donc, vous allez voir comment ça se faire de l'activité physique, et on vous fait des tests pour voir si, en fait, grâce à l'activité physique, vous perdez moins de points, justement, que ce qu'on a vu par rapport aux personnes normales, etc. Le seul critère qui est important, mais c'est pour ça qu'on a des fois un peu de mal à trouver les gens, c'est que par contre, je vous ai mis, il faut être sarcopénique. Donc en fait, il ne faut pas être trop bien. Parce que si vous êtes trop bien, il faut aller dans la salle de sport chez Movida. Mais donc en fait, l'idée c'est que là, je vais je vais vous donner ça, mais ce genre de projet, on fait des screenings. Donc en fait, on vous dira, en fait, on fait justement le DEXA dont je vous ai parlé. On mesure votre masse osseuse et votre masse musculaire. Si on vous dit tout va bien, monsieur, madame, tout va bien, vous rentrez chez vous, vous allez vous inscrire à Movida. Si on vous dit, là, oui, vous êtes sarcopénique, ça pourrait être intéressant, vous pouvez faire de l'activité physique à la Grave avec un professeur d'activité physique. Alors, pour conclure, diapo compliquée, et elle est encore plus compliquée après, c'était juste pour vous montrer que la fragilité, ça commence d'abord au niveau moléculaire et cellulaire, avec l'inflammation, le stress oxydatif, les problèmes au niveau génétique, épigénétique, l'inflammation. Et tout ça, c'est dû à une exposition hormonale, à l'environnement, etc. Ça entraîne une atteinte physiologique avec les modifications d'hormones qu'on a vues, l'inflammation encore. Tout ça, ça entraîne la diminution de la masse musculaire, des problèmes au niveau de la cognition, du métabolisme glucidique. Et cliniquement, ce qu'on voit, ça va être la faiblesse, le ralentissement, la perte de poids, la diminution des activités, la fatigue, les critères de Fried que je vous ai montrés. On essaye de travailler au niveau fondamental, entre guillemets, pour en fait à chaque fois essayer d'agir sur chaque paramètre. Alors, je vous ai juste montré ce qu'on essaie de faire, c'est pas ce qui existe. C'est par exemple se dire, vu qu'il y a de l'inflammation avec une augmentation des cytokines, on essaie de développer des inhibiteurs de cytokines. Comme on a des caroténoïdes, par exemple, pour essayer des antioxydants, pour essayer de diminuer le stress oxydatif. Et toujours avec système de balance. De la vitamine D pour supplémenter les carences. Tout ça, dans l'objectif, bien sûr, on est sur les personnes âgées fragiles, éviter la dépendance. Pour l'instant, ce qui marche le mieux, faut être clair, le message, ce qui marche le mieux, c'est ce qu'il y a tout là-haut, en haut à droite, c'est l'activité physique, la nutrition et l'environnement social. Quand je dis environnement social, c'est que c'est pas que faire du Scrabble à la maison. C'est sortir, aller dîner, voir du monde. Le contact social joue à la fois sur les troubles cognitifs et sur la fragilité, etc. Donc physique, nutrition et j'allais dire social, quand je dis social, voilà, c'est l'entraînement cognitif et la vie sociale, c'est pour l'instant ce qui marche le mieux. Mais en fait, c'est assez rigolo parce qu'on parle de la fragilité, c'est comme ça, mais je serais cardiologue et j'aimerais parler de l'infarctus du myocarde avec les antiagrégants plaquettaires, etc. Je vous dirais, ce qui marche le mieux, c'est d'aller faire du sport. Pour toutes les fêtes, au final, ce qu'on a retrouvé, nous, sur des travaux de la fragilité, c'est ni plus ni moins ce que tous nos collègues y retrouvent quand ils font des travaux. En pneumologie, vous êtes BTCO, ce qui va marcher le mieux, c'est d'aller marcher tous les jours. Hein. Pour conclure, donc il faut absolument s'intéresser à la fragilité parce que d'ici 2025, il y aura plus de 30% de la population qui aura plus de 65 ans. Donc si on laisse de côté les plus de 65 ans comme on a fait avant les 15 dernières années, parce que maintenant on s'y intéresse quand même déjà depuis au moins une bonne quinzaine d'années, mais avant, c'est vrai qu'après 65 ans, vous aviez un cancer, on le laissait un peu tomber, c'était un peu plus compliqué. Maintenant, ça c'est pas possible. Donc c'est important de prévenir ce déclin fonctionnel. Cependant, la prévention est possible en identifiant les personnes âgées fragiles
Il faut bien sûr sensibiliser les acteurs de terrain, et notamment les acteurs de soins, les médecins généralistes et les pharmaciens. Et donc, il faut absolument qu'on ait, nous, les gériatres hospitaliers, une collaboration avec les médecins généralistes, les pharmaciens, pour permettre de mettre en place l'observance du plan de prévention de la dépendance. Les messages clés de tout ça, donc, ça passe pas. C'est vrai. Le message clé, c'est repérer, évaluer, agir. Repérer les personnes âgées, donc dans son milieu de vie, c'est l'entourage, c'est les auxiliaires de vie, c'est les infirmières à domicile, c'est le médecin, l'infirmier, le pharmacien. À ce moment-là, on repère, donc grâce au médecin traitant, qui peut adresser le patient à une plateforme d'évaluation. Au terme de cette évaluation, il y aura un plan de prévention qui sera personnalisé en fonction des tests et des examens qui auront été faits. Et de ce plan de prévention, ça sera de la nutrition, de l'activité physique, de l'habitat, du social, mais aussi le bucco-dentaire, l'ophtalmo, etc. Et tout ça, c'est pour agir et avoir des interventions ciblées, fortes et soutenues. Je vous remercie de votre attention. Est-ce que vous avez des questions? Ah oui. Oh non, comme ça, vous m'entendez? Je vais, avant que vous commenciez comme ça, je vais faire tourner. Ah oui. Je vais faire tourner quelques. Alors, ça, c'est des documents que vous pouvez remplir. Enfin, vous n'êtes pas obligé de les remplir. Hein. Vous pouvez les remplir, et après, je les récupérerai. Je vous donne le tas et vous. Et ça, c'est la bulle. Mais il faut la prendre aussi. Bon. Agréable de nous entendre sur vers la fin quand on voit des moyens de sortir de la fragilité. Bon, on va par chimure BO, donc ça va déjà un peu mieux. Mais il y a des termes techniques qu'on ne comprend pas, celui l'UFI. Comorbidité, qu'est-ce que c'est qu'une morbidité? Bon, il y en a peut-être plusieurs d'autres. Enfin, bon, bien alors les balances de l'anglais au français, il ne peut pas avoir quelque chose qui soit forcément français. Alors, c'est tous les. Ouais, il faudrait que je refasse les articles. Enfin, tous les articles, toutes les publications sont anglaises. Hein. Faut pas se cacher. Hein. Tu veux qui décide là sur le niveau? Il y a des décisions. Ah oui. Ça, c'est quoi? Quelqu'un qui a une. Ah non, c'est un autre micro qui arrive. C'est lui. C'est ça, par contre. Ah, je suis peut-être celui-là, je récupère celui-là. Pour organiser cette question de démarrer sur le stress. D'autres sentiments de stress, c'est pas forcément le même que le vous. Au point de vue militaire, c'est ce que le stress. Oui. Vous pouvez donner le micro tranquille là. C'est bon. J'en suis sur comorbidité. C'est sûr que alors, le stress, alors, comorbidité. Comorbidité, ça ressemble, c'est les antécédents médicaux. Les comorbidités, ça va être, vous êtes hypertendu, vous êtes diabétique, vous avez fait un infarctus du myocarde, vous avez fait un accident vasculaire cérébral. Tout ça, c'est vos comorbidités, c'est votre charge morbide. Entre guillemets. C'est votre charge morbide. C'est votre charge morbide qui fait que vous n'êtes pas le même patient qu'à rien. Vous faites votre infection du poumon, avec tous ces antécédents-là, vous risquez de décompenser un peu votre diabète, de peut-être faire une décompensation cardiaque en plus, etc. Donc vous avez des comorbidités. Merci. Voilà. Après, pour le côté anglophone, alors, je sais pas, alors, après, c'est vrai il faut faire attention à notre discours. C'est tous les 99% des, alors même ça va être plus clair, les publications en français n'ont aucune valeur scientifique. Toutes les revues sont anglophones. Donc en fait, on écrit tous en anglais, enfin tous ceux qui publient écrivent en anglais, et publient dans des revues qui sont des revues anglophones, et même les revues qui sont, mon chef de service, M. Vélas, et éditeur en chef d'une revue, anglophone. C'est-à-dire qu'il n'y a pas peu ou pas de travaux, tous les travaux sont publiés en anglais. C'est pour ça que je suis obligé de présenter des choses en anglais, parce qu'il n'y a pas de choses en français.
Alors j'essaie de vous mettre des choses écrites en français. Et si je veux me montrer les courbes, montrer les machins, alors soit faut que je les refasse complètement. Et si j'utilise directement leur truc, il faut que je les utilise en anglais forcément. Le stress. Le stress, alors c'est un mot hyper vague, hein, le stress. Le stress, c'est juste dire un événement aigu. Le stress, ça peut, quand on dit la capacité d'adaptation au stress, c'est pas le stress comme vous l'entendez, le stress d'être stressé, d'avoir peur. La capacité d'adaptation au stress, quand on dit le corps est stressé, c'est que justement, le fait de faire une chute, c'est un événement stressant pour le corps. Le fait d'avoir une infection du poumon, d'avoir une décompensation cardiaque, c'est un événement stressant. En fait, le sens, c'est dans le dire, vous êtes avec la fragilité, vous avez une capacité d'adaptation à un événement aigu qui est altéré. Normalement, voilà, c'est ce que je disais. Ceux qui ne sont pas fragiles, ceux qui sont robustes, vous faites votre infection du poumon, votre médecin généraliste va vous traiter, votre pneumopathie, enfin, ça peut largement me mettre à la maison. Le fragile, lui, il va décompenser, il va être oxygénodépendant, il va devoir aller à l'hôpital, et puis justement, il va tomber, etc. Donc, sa capacité d'adaptation à un événement aigu est altérée. Et on dit, en fait, sa capacité d'adaptation au stress, à un événement stressant. Moi, j'ai trouvé votre deuxième question assez pareil. Je suis dans une grande colère quand je disais tout. Parce que, d'abord, je trouve qu'on a toujours le diagnostic par honneur. Le généraliste déteste, mais la part du malade, pas du malade, du vieux ou de la vieille. Quand on lui demande si c'est son parent. Alors. Ça, c'est déjà du temps Pardon. Voilà. Il me semble que pour soigner des gens, il faut d'abord soit là et là. En gros, il faut marcher pour être malade. C'est pas ce que j'entends. Ensuite, il me semble que dans tout ce que vous dites, quand on va adapter aux personnes fragiles, et je trouve que c'est très bien et très adapté, mais pourquoi ces conseils-là, on ne les donne pas avant en prévention? Je suis abonné à plein de... C'est pour ça que je suis là ce soir. Voilà. Je suis abonné à plein de revues, qui alors on point de barre, d'annuler des oméga 3, des machins, des laitages, de l'ostéoporose. Alors, c'est vrai qu'on entend un peu tout et son montrage, mais il me semble quand même que quand on lit ces trucs-là, on est un peu prévenu, on le sait, la marche, on sait qu'il faut bouger, plus ça. Bon, déjà, cette prévention, pourquoi on ne la fait pas avant la vieillesse? Pourquoi les gens de 40 ou 50 ans, ils ne font pas aussi gaffe de ce qu'ils mangent, de ce qu'ils poussent, etc. Et ensuite, je crois qu'il y a une autre d'abord. Ah oui, et une question que je me pose beaucoup ici. Dans notre société, on ne se touche pas. Et je trouve que, donc, vous parlez dans vos soins de gymnastique, un peu de tout, d'alimentation, de conseil. Je fais des massages à titre personnel comme ça, par plaisir. Et je trouve que le contact sur le corps a des effets extraordinaires. Est-ce que vous prenez aussi? Alors, bon, j'arrête là. Première question sur le côté subjectif du malade. Alors, on demande, ça marche pas mal pour la cognition. C'est-à-dire que les gens, on s'est rendu compte que les gens qui avaient une plainte de mémoire étaient plus aptes, alors bon, si je dis ça, il faut que je fasse attention parce que après, tout le monde, de toute façon, comme tout le monde se plaint de la mémoire, mais la plainte de mémoire était plus prédictif de troubles cognitifs à distance. Ça marche pas trop pour la fragilité. En fait, on a fait des études, on en a fait, et en fait, la plainte subjective, le patient qui dit je me sens fragile, souvent il l'est pas. En fait, on l'a fait, hein. On l'a fait, et pour le médecin, ça marche, mais ça marche par exemple qu'un cas sur deux, ce qui est déjà quand même moyen. Et c'est pour ça qu'on a rajouté, c'est pour ça qu'en fait, il faut le test, enfin quelques tests, plus l'aspect subjectif, et c'est là où on est le plus fort. Mais pour le patient, en fait, on s'est rendu compte que la corrélation entre je me sens fragile, je suis fragile, elle n'y est pas. Donc c'est pour ça qu'en fait, la deuxième, alors j'ai la troisième en tête. C'est la prévention. Alors la prévention, je suis complètement d'accord avec vous, et c'est pour ça que je suis là ce soir. Hein. C'est que clairement, je pense que dans la salle, il y a plein de gens qui sont pas fragiles, et même moi, j'ai 30 ans, et l'idée c'est de la nutrition, l'activité physique et la vie sociale. Ça c'est une évidence pour tout le monde. Non, mais il faut. Est-ce que c'est suivi? Mais c'est toujours pareil. Vous faites pas attention à votre cholestérol tant que vous n'avez pas de cholestérol. Enfin, il y en a. Là, on peut l'éviter. On peut l'éviter, mais
les Français, c'est quand même compliqué de. Même les gens qui ont du cholestérol, ils préfèrent se dire je préfère prendre un médicament que d'aller faire moins manger de charcuterie. Donc, mais après, le message que j'ai fait, il marche. Il marche. Enfin, ce que je veux dire, il marche pour les fragiles parce que chez les fragiles, il faut agir. C'est ça dans le sens de mon message. Mais chez les robustes, l'idée, c'est pas qu'ils deviennent fragiles. Donc, les robustes, il faut qu'ils continuent, en tout cas, à faire ce qu'ils font de bien et venir en vélo, bien manger, sortir, avoir une vie sociale, venir aux conférences. C'est hyper important. Et le message, il est valable à 20, 30, 40, 50, 60 ans, etc. Après, le truc, c'est qu'on sait bien que plus on vieillit, c'est plus il y a la vie sociale est plus limitée. D'ailleurs, enfin, il y a des études qui montrent le périmètre de vie avec l'âge. Et en fait, on voit que le périmètre de vie diminue progressivement avec l'âge, et même à l'intérieur d'une maison. À l'intérieur d'une maison. On voit que les gens, par exemple, vers 90 ans, ils finissent par vivre quasiment que dans leur cuisine et la cuisine où ils dorment. Donc en fait, c'est pour ça que le message, on pousse le message chez les fragiles et chez les personnes âgées parce que c'est ceux qui sont les plus à risque. On est quand même moins à risque à 40 ans de ne pas avoir une vie sociale, de ne pas se bouger et de mal manger, c'est sûr que voilà, mais voilà. Le contact, alors je suis d'accord avec vous, je viens d'écrire un papier sur l'intérêt de la médecine traditionnelle chinoise dans la prévention de l'Alzheimer. Mais c'est pas du tout. Alors, c'est un papier purement théorique, mais c'est pas du tout dans les mœurs encore. On n'y est pas. On n'y est pas. On n'y est pas du tout. Donc, on est encore sur une médecine de l'acte mais même on essaie justement là les messages activité physique, nutrition sociale. Enfin, c'est pas les messages que vous auriez eu avec un médecin il y a 20 ans. Avant, la génération, peut-être pas d'au-dessus, mais encore au-dessus, c'était une médecine médicamenteuse. Beaucoup plus. Et la réponse était médicamenteuse. Mais voilà. Et puis après, comme il y a peu de travaux là-dessus pour l'instant, il faut faire des travaux là-dessus. Toujours pareil, les gens, ils font ce que la science leur dit en médecine. Vous associez l'état de Athénée à la Sarcopénie. Oui. Et dans votre présentation, à quel moment vous envisagez le fond du métabolisme protéique, ce qu'on peut envisager une altération du muscle en relation avec les dysfonctionnements protéiques sur le plan nutritionnel? Le manque d'apport de protéines. Ah non, mais c'est de toute façon l'origine de la sarcopénie. Enfin, elle est sur les gens. Les gens, quand il y a plein de personnes qu'on voit, moi que je vois à l'hôpital, ils me disent alors soit les gens par exemple ont un portage de repas et puis en fait avec le repas du midi ils vont manger le repas du soir. Soit le soir par exemple ils vont manger une soupe à l'eau et de pomme. Donc là pour le coup votre apport protéique il n'y est pas du tout. Et donc c'est sûr que si vous n'avez pas d'apport protéique vous allez perdre du muscle. Et donc voilà c'était plus alors. J'ai pas parlé de protéines, etc., mais c'était dans les carences nutritionnelles que je voulais en parler. Mais c'est sûr que si vous mangez mal, vous allez perdre du poids. Si vous perdez du poids, vous allez perdre du muscle. Vous allez perdre du muscle, vous allez marcher moins vite. Et vous allez moins sortir et vous allez devenir dépendant. Enfin, d'accord avec vous? Je veux pas toi. Une chose, je suis hyper des parents en cas de travaillant polymère. On entend souvent je ne sais rien comme j'ai pas besoin d'un jour. Et ça, c'est. Pour arriver à le faire rentrer dans l'assiette et c'est pas que. Là, alors, c'est sûr qu'ils ont. Alors, déjà, en plus, la satiété, et c'est comme pour l'eau, ça diminue avec l'âge. Ils ont moins faim, ils ont moins soif. Donc, ça, vous ne pouvez rien y faire. Ce qu'il faut absolument faire, c'est le peu qu'ils mangent, l'enrichir au maximum. Ça ne me dérange pas qu'ils mangent une soupe avec une pomme le soir. Je leur fais pas manger un steak de 200 grammes, c'est pas la peine. Et par contre, la soupe, c'est pas un potage, quoi. Enfin, la soupe, c'est avec de la crème fraîche, vous mettez un jaune d'œuf dedans et un peu de fromage râpé, quoi. Il faut que la soupe, faites tout ce que vous faites pas pour pouvoir être belle sur la plage, il faut le faire à 85 ans. Il faut tout faire. C'est le camembert à 40% de matière grasse, il faut enrichir le peu qu'il y a à manger, quoi. Vraiment enrichir les repas et enrichir. L'idée, c'est quand même d'essayer d'enrichir avec le maximum de protéines.
que c'est enrichir le cas avec des graisses. Votre muscle, voilà, il y a déjà assez de graisse autour. C'est l'enrichir avec des protéines. Donc mettre du jambon blanc s'ils ne peuvent pas manger de viande. Enfin, faut vraiment essayer. Et puis, parce que vous allez voir les crèmes hyperprotéinées, on entend beaucoup parler. Hein. Alors déjà, ça c'est très loin des repas. Il faut toujours les prendre en dehors des repas parce que la satiété arrive en 2-2. Et puis les gens, ils vont vous dire, mais j'en ai ras-le-bol de la crème à la vanille, quoi. Enfin, c'est hyper sucré, ils en peuvent plus de manger ce truc-là. Donc essayez de enrichir les repas avec des choses simples. Enfin, ça peut être, entre guillemets, facile. Hein. Mais faut faire. Oui. Merci pour votre exposé et bonsoir. Quelle relation entend faire ou faites-vous entre fragilité et niveau d'éducation? Alors, sur fragilité, alors ça dépend sur quel axe on va aller. Sur la cognition, c'est très prouvé. Hein. D'ailleurs, on adapte. Il y a nos tests, nos cut-offs de tests sont adaptés justement au niveau socioculturel des personnes. Donc pour la fragilité, si vous parlez de la fragilité cognitive, entre guillemets, on adapte nos tests au niveau socioculturel. Pour le côté physique, on l'adapte pas. Pour la simple et bonne raison que on estime que c'est pas parce que pour le coup, vous n'avez pas le certificat d'études ou que vous avez un bac plus 10 que vous devez marcher moins vite. Par contre, ça marche pour le calcul, ça marche pour les exercices de mémoire, sur les fluences verbales, etc. Ça, on adapte nos tests. Nos tests sont adaptés. Ils sont adaptés à l'âge aussi. En fait, à l'âge et au niveau socioculturel. Comment définissez-vous la perte de mémoire? La perte de mémoire. Alors, plus on avance dans l'âge, plus on a des oublis. Ça vous y ferait rien. Vous oubliez de plus en plus. Et donc les oublis sont normaux. Ça, c'est normal d'oublier. Par contre, ce qui n'est pas normal, c'est de plus se souvenir. De plus se souvenir. Donc ça veut dire que vous avez le droit. Qu'est-ce que vous avez regardé à la télé hier soir? Je m'en souviens plus. Ok, ça peut être normal. Si je vous dis, mais si tu as regardé, je sais pas moi, Arthur. Et vous dites, ah oui, c'était les enfants de la télé. Donc vous en êtes souvenu. Vous en êtes souvenu. Ça, voilà. Si par contre je vous dis, vous avez regardé Arthur et que vous me dites, ça vient vraiment, il n'y a vraiment rien qui vient, là vous n'avez pas oublié, vous vous souvenez plus du tout. Et ça par contre, c'est un signe en disant c'est pas normal. Vous devez vous souvenir avec un lissage. Entre guillemets. Je vais vous souvenir avec un lissage. Si je vous fais apprendre 3 mots, tulipe par exemple, et que dans 20 minutes je vous demande c'était quoi le mot, et vous me dites, je n'ai aucune idée. Et si je vous dis mais c'était une fleur et que vous me répondez tulipe, c'est pas pareil que de me dire mais je porte. Voilà. Ça c'est plus ça. Après il y a des cut-offs à chaque test qu'on va faire passer. Mais l'alerte, elle sera plus dans ce sens-là, de dire les oublis, vous allez en avoir de plus en plus. Maintenant, le fait de plus se souvenir du tout, même après un lissage, ça c'est inquiétant. La mémoire, c'est ni plus ni moins qu'une imprimante sur lequel, dès qu'il y a une information, elle est imprimée. Et voilà. Ce qui se passe avec l'âge, c'est que c'est de plus en plus fouillis dans la tête et les papiers sont moins bien rangés. Donc si après je vous montre où est-ce que vous l'avez rangé, normalement vous pouvez le sortir et dire il était là. Ok. Le problème de la démence ou de la maladie d'Alzheimer, c'est que je vous donne une information, en fait il n'y a plus d'encre dans l'imprimante et la feuille sort blanche. Donc vous pouvez la ranger où vous voulez, c'est blanc. Donc vous ne retrouverez jamais l'information, elle n'a jamais été écrite. C'est la grosse différence entre l'oubli et la perte de mémoire. Est-ce qu'il y a... compère votre équipe. Excuse-moi. Oui, est-ce qu'il y a un suivi pour ces personnes justement qui ont une fragilité dont vous vous occupez, vous désirez trouver des solutions? Qui prend le relais après vous? Alors, au terme de l'évaluation, donc ils ont un plan de soins personnalisé qui est fait à l'hôpital de jour, envoyé au médecin généraliste, et on téléphone au médecin généraliste pour lui dire les résultats des tests et pour lui dire quelles actions il doit mettre. Le médecin généraliste est le coordonnateur du plan de soins et il assure le suivi du plan de soins. Donc ça, normalement, c'est le rôle du médecin généraliste de faire ce suivi. Après, nous, on revoit les patients, on les appelle à 1 mois, 3 mois, 6 mois au téléphone pour savoir si le médecin généraliste a mis en place le plan de soins. Par exemple, si on a proposé
que le patient ait des séances de kinésithérapie pour faire un renforcement musculaire au niveau des jambes, je sais pas. On appelle à 1 mois, 3 mois, 6 mois pour savoir si ça a bien été fait. Si ça n'a pas été fait, on appelle le médecin pour savoir pourquoi ça n'a pas été fait, ou le patient va nous dire mais c'est que j'ai pas envie, parce que ça arrive. Hein. Et après nous on les revoit quoi qu'il arrive à l'hôpital de jour à 1 an, toujours. On les suit tous les ans, les patients. Mais autrement, la médecine actuelle est faite pour que le médecin généraliste soit le médecin traitant, soit au centre de la prise en charge de quoi que vous fassiez. C'est d'ailleurs pour ça que vous êtes, pour aller chez un dermatologue, vous passez chez votre médecin traitant pour qu'il vous fasse une ordonnance pour aller chez le dermatologue. Parce qu'il doit être au centre de votre suivi. Si derrière votre dermatologue dit je veux faire ça, c'est ça, enfin, il fait son truc, mais après c'est le médecin traitant qui coordonne tous vos soins. Et là, c'est de la même manière pour la fragilité, c'est le médecin traitant qui doit tout coordonner. Après, nous, on continue quand même à suivre. Mais la coordination est faite par le médecin. Parce que la caisse primaire d'assurance maladie, aujourd'hui, elle joue bien, enfin, moi je trouve qu'elle joue bien le jeu. Quand j'ai eu diabète et j'ai coqueré dans l'impasse, etc., par rapport à ça, j'ai un burn-in. Donc, j'assimile un peu ce que vous êtes en train de dire par rapport à un burn-in. C'est-à-dire, on n'a plus de repères, on sait plus quoi faire, et vu de sport, etc. Donc, on se fait opérer, on est suivi par un psy, etc., etc. Et la sécu prend réellement le relais, c'est-à-dire que une infirmière, bon, elle me paye toutes les semaines, pour savoir si j'avais une certif sport, pour savoir si on envoyait des documents sur le diabète, etc., etc. Donc, vraiment, suivi de trucs. Alors là, on n'est pas sur du, On n'est pas sur du suivi, on s'en fout pas. on n'est pas sur du suivi à la semaine. Hein, mais je vous dis, l'hôpital de jour, il est financé par la sécurité sociale. Hein. Enfin, en partie parce que, comme ce que je vous avais dit, il y avait une mission ministérielle, etc. Il y a un financement au ministère de la Santé, mais les caisses primaires d'assurance maladie. D'ailleurs, dans une de mes diapos, avant le repérage, il y a des fois, là, on a une action qui est menée avec les mutuelles et avec la caisse primaire d'assurance maladie qui nous a en fait donné un listing de personnes âgées de plus de 75 ans à qui on avait, suivant leur mutuelle, etc., on avait envoyé un questionnaire pour essayer de les repérer dans le tout venant, entre guillemets. Donc, parce qu'ils trouvaient que c'était important qu'on les repère, ces personnes. Donc oui, ils sont impliqués. Toutes les caisses, à la fois les mutuelles et les caisses primaires d'assurance maladie. Moi, j'ai été surpris d'argent de voir un mutuel m'envoyer un document disant on vous offre une consultation chez un nutritionniste. Donc, je trouve ça super. Ben nous, on a fait la même chose avec la LGEN. Enfin, la LGEN, ça. Mais vous répondez ça comme ça, il y a d'autres personnes qui ont trouvé ça vachement intrusif. Bah, moi, je trouve ça vachement. Et ouais, mais voilà, je vous dis, les deux, c'est forcément on a les retours. On a plus les retours que les retours positifs, les gens qui sont positifs. Mais il y a des gens qui trouvaient ça vachement positif. Bon, bonsoir. Journaliste, je vous ai posé deux questions. Par le terme décompensé, quel est le sens exact de décompenser les compensations? Vous avez utilisé plusieurs fois. Et deuxième question, les troubles du sommeil constituent-ils un facteur de fragilité, de fragilisation? Alors, décompenser, c'est donc c'est un peu ce que alors je vais reprendre toujours mon exemple de la dame deux dames avec la pneumopathie. La première dame qui va bien depuis quelques jours, etc. Les médicaments, etc. ont fait qu'elle a compensé sa maladie et donc son corps a fait que et les antibiotiques ont compensé le fait qu'elle était malade et donc elle n'est plus malade. L'autre dame avec sa pneumopathie, elle a décompensé, donc son corps s'est pas adapté justement à un événement stressant, un événement aigu, et donc elle a décompensé, et donc fait toutes ces autres possiblement pathologies, parce que ce que j'expliquais aussi tout à l'heure, si sa pneumopathie, elle peut avoir décompensé son diabète, ça veut dire que son diabète qui possiblement par exemple était équilibré, se retrouve à cause de cette pathologie complètement déséquilibré. Et donc on dit que c'est un diabète décompensé. Voilà, c'est dans ce sens-là. Votre deuxième question, le sommeil. Alors le sommeil, il est dans les index de Rockwood, enfin il est dans les critères de Rockwood. Donc il y a trouble du sommeil dedans. C'est sûr que si vous dormez pas de la nuit, c'est plus dur d'être en forme la journée. Mais donc oui, ça rentre dans les critères de fragilité. On prend en compte le sommeil. On prend en compte le sommeil. Excusez-moi, mais votre paquet n'est pas arrivé jusqu'ici. Là aussi le paquet. Alors je sais pas. Là, vous avez...
Je voulais vous poser une question concernant, ils ont écrit à un moment donné la lourdeur des énormes. Ça veut dire quoi exactement? Les énormes. C'est vrai que lourdeur est peut-être pas le mot le mot. Lourdeur est peut-être pas le mot. En fait, c'est pareil, il y a plein d'études qui ont montré que par exemple, les dents principales d'un patient qui a une maladie d'Alzheimer peut des fois devenir plus malade que le malade lui-même. Donc en fait, c'est ce que je veux dire, la lourdeur des aidants, c'était de dire que des fois, en fait, le fait d'être un aidant principal de quelqu'un malade, très malade, peut constituer un facteur de risque et donc entraîner que cette personne devienne fragile, justement. Et donc, forcément, en fait, il y a plein de travaux sur ça. Il y a des travaux qui montrent que les dents principales, des fois, les dents principales de patients qui ont une maladie d'Alzheimer meurent plus tôt que le malade lui-même, d'épuisement. Et d'épuisement parce qu'à force de jamais dormir, à force d'être complètement déréglés, etc., ils font même plus attention eux à leur santé aussi. Et Nous avons tous de l'arthrose, n'est-ce pas? Non. Comment vous êtes venu? l'arthrose. Je me réduire. J'ai pas une très bonne réponse. Parce que l'arthrose, voilà. Arthrose, ça veut juste dire vieillissement des articulations. Il y a une part acquise qui est hyper importante, c'est-à-dire que malheureusement, si vous avez la génération du dessus qui est très arthrosique, vous avez des chances d'être très arthrosique et d'avoir des enfants qui seront très arthrosiques. Parce que ça veut dire que vous avez des articulations qui vieillissent plus vite que d'autres personnes, etc. Le vieillissement de... Alors, prévenir l'arthrose, une fois qu'elle est en place, vous n'avez rien à faire. Malheureusement, c'est traiter la douleur. Prévenir l'arthrose, c'est essayer d'éviter les vieillissements des articulations. Donc, je veux dire, c'est sûr que si vous faites de la natation, c'est vachement mieux que de faire du rugby ou même du foot ou du squash. Non, pas. Alors, le pédocrine, c'est pas du sport. La chirurgie pour l'arthrose. Ah oui, quand vous n'avez plus de genoux, il faut mettre pour de hanche. Là, vous n'avez plus l'articulation, c'est plus l'arthrose. Hein. Donc oui, la chirurgie, mais l'arthrose, l'arthrose, c'est pas localisé. Il ne faut pas penser, j'ai de l'arthrose qu'au genou. Enfin, ça marche quand vous avez justement 40 ans et parce que vous avez été ancien rugbyman, vous avez opéré 3 fois des croisés et voilà. Et là, vous avez de l'arthrose qu'au genou. Mais autrement, le vieillissement de l'articulation, si vous avez commencé à avoir de l'arthrose aux mains, vous en aurez à la main gauche, puis vous en aurez à la main droite, puis vous en aurez au cervical et vous en aurez au genou. Enfin, c'est toutes les articulations. Il n'y a pas une articulation qui vieillit, qui les autres vieillissent pas. Hein. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, monsieur, mais pour l'arthrose, vous avez signalé, il semble qu'il me reste une blessure. Oui, toujours. Articulation. Il y a aussi la calcification, le développement d'une calcification au cœur de l'œuf. Oui, mais ça, c'est le vieillissement de l'articulation. La calcification se fait avec le vieillissement aussi. Hein. Oui, c'est un autre aspect de l'arthrose. C'est un autre aspect de l'arthrose. Mais c'est pareil, vous allez faire plus ou moins de calcification. Malheureusement, c'est pas parce que vous avez mangé beaucoup de yaourt. C'est juste la faute à faim. T'as pas de chance, mais c'est vos articulations qui sont comme ça, comme était celle de votre père et sinon celle de vos enfants. Est-ce qu'il y a eu dans les deux d'inconfondis Sur l'arthrose, et sur laquelle c'est financé? je sais pas. Tu n'es pas. On va voir avec un votre je sais pas. Qui sont? N'est-ce pas? Je suis pas le spécialiste. Si vous voulez, et tu Il existe des théories cellulaires systémiques, notamment au rôle dans l'initiation et en progression pathologique. J'ai parlé du diabète de type 2, Alzheimer, composite de 2 et en bas de peur.
Parce que le type 1, c'est un diabète, c'est principalement un diabète du sujet jeune. Enfin, on a quasi alors que le diabète de type 2, c'est le diabète entre guillemets du sujet âgé ou de l'obèse, entre guillemets. Et pourquoi d'ailleurs on dit diabète de type 2 ou diabète, on disait avant diabète gras? Parce que justement, plus vous êtes gros, les cellules, les corps gras sécrètent des cytokines pro-inflammatoires. Et donc, on en revient toujours avec ce système d'inflammation. Et c'est pour ça qu'on disait diabète de type 2 ou diabète gras. Parce qu'en fait, comme les gens sont plus gras, ils développent ce diabète de type 2 à cause de l'inflammation qui entraîne une perturbation au niveau des îlots du pancréas qui sécrètent plus d'insuline. Voilà. Donc, c'est pour ça que c'est le diabète de type 2 et pas le diabète de type 1. J'ai répondu à votre question. Vous avez présenté essentiellement des résultats cliniques. Oui. Donc, modèle expérimental, c'est le sujet humain. Oui. En ce qui concerne la rubrique recherche, est-ce que vous avez des modèles animaux? Recherche fondamentale? Oui. Des modèles animaux pour étudier le vieillissement. Ah oui, il y a plein de modèles animaux. Alors, pour le coup, nous à Toulouse, il n'y a pas d'équipe. Enfin, le gérontopole il n'y a pas d'équipe fondamentale au sein du gérontopole. On est associé à des équipes au sein de l'INSERM ici. Enfin, il y a des équipes INSERM qui travaillent sur le vieillissement, et notamment sur la sarcopénie et le vieillissement du muscle. Parce qu'en fait, c'est ce que je vous ai dit sur la maladie d'Alzheimer, on a des essais thérapeutiques cliniques en cours. Il y a eu bien sûr des essais sur les animaux avant, mais ça marche aussi sur la sarcopénie où en fait on commence à développer des molécules pour augmenter la masse musculaire, alors, qui sont autres que ce qu'on avait, enfin des polydophants, des cyclistes, hein, mais oui, il y a des modèles cliniques sur le vieillissement artériel, le vieillissement justement des articulations, le vieillissement. C'est vrai que je suis pas spécialiste en recherche fondamentale parce qu'on en fait, enfin, on n'en fait pas dans l'équipe, mais oui, il y a plein de recherches fondamentales sur le vieillissement. Hein. Sur les animaux? On part de là. Sur les souris. Et sur les animaux? Ouais, sur les souris, les rats. Ah oui. Sur les souris, les rats, il y a des très bons modèles animaux au niveau souris et rats, justement. Parce qu'en fait, l'avantage, c'est que, alors, je ne veux pas vous dire de bêtises comme ça, mais je crois qu'un rat adulte est adulte en une vingtaine de jours, un truc comme ça. Donc, en fait, on peut arriver à vite avoir des modèles, et on fait des modèles génétiquement modifiés avec des modèles qui ont déjà, avec justement, on leur donne les gènes de l'Alzheimer, et ce sont des modèles de souris démence. Donc, on fait des modèles comme ça. Oui, une dernière question. Le rôle de la mélatonine dans le vieillissement. Le rôle de la mélatonine dans le vieillissement, on en revient, c'est lié, enfin c'est le rôle de la mélatonine dans le sommeil aussi. Hein, donc, Aux États-Unis, on va dans les épiceries, on achète la mélatonine. Oui, mais alors. Et en principe, je pense que ça va jouer au niveau de. Alors, en ce moment là, alors on en revient toujours au même. C'est des choses. Soit vous êtes carencé et ça ferait efficace. Si vous n'êtes pas carencé, soit ça servira à rien, soit ça risque même de perturber votre système, votre homéostasie de votre système. C'est le même principe avec la mélatonine, c'est le même principe que je vous disais avec les antioxydants, avec les anti-inflammatoires, etc., etc. Le tout, il faut trouver le juste milieu. Là, on a fait un travail, il y a eu un gros travail à Toulouse avec une étude qui s'appelle l'étude MAPT, avec les gens faisaient, il y avait plusieurs groupes, il y avait 4 groupes. Un groupe où le suivi de patients, on ne faisait rien, le groupe témoin. Un groupe, il faisait ce qu'on appelle du multidomaine, donc il faisait nutrition, activité physique, activité cognitive, etc. Un groupe, il prenait des oméga 3, et un groupe, il prenait oméga 3 plus multidomaine. On s'est rendu compte que, bien sûr, c'est le groupe multidomaine plus oméga 3 qui était le plus efficace, derrière le groupe multidomaine seul, plutôt qu'oméga 3 s'ajoute. Mais et on s'est rendu compte que, en fait, après, quand on a regardé les résultats de façon plus poussée, que le groupe où ça a marché le mieux, voire presque le seul, parce qu'après c'était noyé dans les résultats, c'était ceux qui avaient un taux érythrocytaire d'oméga 3 bas à l'inclusion. C'est-à-dire que ceux qui étaient carencés en oméga 3, bah oui, ça leur a fait du bien de prendre des oméga 3. Et ceux qui n'étaient pas carencés, ça leur a pas fait grand-chose. C'est pour ça que je dis méfiance sur dire
je vais aller chercher mes antioxydants à la pharmacie tout le temps. Si vous en avez pas, si vous en avez pas besoin, bah, tant mieux pour votre pharmacien, vous lui permettez de payer cette lysine. Mais autrement, si vous n'êtes pas carencé, ça ne sert à rien. Voire même, ça peut perturber, je vous dis, l'équilibre homéostatique. En ce qui concerne le programme de recherche et d'études, ça concerne tant pour l'Alzheimer que pour la psychophrénie. Est-ce que ça concerne les personnes qui sont à domicile ou ça concerne aussi les personnes qui sont en EHPAD? Parce que le niveau de stimulation n'est pas même que ce soit... Alors, là, dans ce que je vous ai présenté, c'est des programmes de personnes en soins à domicile. Maintenant, il y a 3 grands axes au Gérontopole de recherche. Il y a l'Alzheimer, la sarcopénie et la recherche en EHPAD. Donc là, je ne vous ai pas présenté, mais on a un gros axe recherche en EHPAD. C'est le professeur Yves Roland qui coordonne toutes les recherches en EHPAD. Et il y a un certain nombre de recherches où ils sont qu'en EHPAD. On a fait un projet de recherche qui s'appelle Incure, avec sur les pneumopathies en EHPAD et le rôle de la vaccination. Et puis, on a développé justement l'index de fragilité chez des patients en EHPAD, etc. Enfin, on a un gros programme de recherche chez les patients en EHPAD. D'ailleurs, le congrès international des maisons des EHPAD, Nursing Home, et c'était à Toulouse, c'était l'histoire de ça. Donc, vous en avez ici en a quoi? Oui. Vous tapez vous allez sur le site où toutes les recherches tous les articles entre guillemets sont retranscrits, c'est PubMed, PUB, publication médicale, PubMed. Et en fait, après vous tapez soit le thème qui vous intéresse, si ça veut être Alzheimer, vous tapez Alzheimer, alors vous allez avoir 10 000 résultats. Hein. Je vais même plus, hein, je pense. Mais soit vous tapez la personne que vous voulez chercher, voilà, et à ce moment-là, dans PubMed, vous pouvez trouver les articles. Tout n'est pas accessible. Enfin, tous les résumés des travaux sont accessibles. Les articles en eux-mêmes ne sont pas accessibles, puisque tous ces articles, en fait, c'est la version PDF d'une revue. Et donc, il y a des trucs qui sont payants. Il y a des abonnements à des revues payantes. Mais par contre, tous les résumés, les résumés sont par contre accessibles sur PubMed. Vous avez de tout le monde. J'ai une question. Je travaille avec une personne et je sais qu'elle Alors, ouais, j'ai ça beaucoup, vous faites bien de le relever parce que j'ai un peu oublié. À l'hôpital le jour de la fragilité, on a une pharmacienne qui vient tous les jours et qui fait une revue de médication. Donc elle prend la liste des médicaments et elle dit ça sert à rien, ça ne sert à rien, ça ne sert à rien, ça sert à rien. Et en fait, on dit que un médicament, en fait, chaque médicament, ils ont été utilisés quand on fait des travaux de recherche, on utilise un médicament versus les travaux bien faits, au début c'était versus placebo. Après, quand on sait qu'il y a un médicament qui marche, on ne peut pas faire versus placebo, donc on fait versus le médicament qu'on sait qui marche. Et comme ça, on regarde s'il fait mieux ou il fait moins bien. Mais en fait, on fait toujours un médicament par un médicament. Donc, la théorie, c'est de dire un médicament, on sait ce que ça fait. 2 médicaments, on sait quasiment plus trop. 3, on fait n'importe quoi. Et 4, on donne le 4e médicament, c'est pour régler les problèmes des 3 autres médicaments ensemble. Et en moyenne, les personnes âgées de plus de 80 ans ont 8 médicaments. Et il y en a plein qui servent à rien. Je vous écoute. Ah pardon. Ce concept de fragilité, est-ce que c'est pas finalement la frontière qui s'installe dans une espèce de pathologie de vieillissement? Parce que, est-ce qu'il n'y a pas au-delà, je comprenais que ce n'était pas dans notre coco, mais est-ce qu'il n'y a pas au-delà un regard de la société qui font que les personnes, comment dire, les seniors, se retrouvent très exclus finalement, parce qu'ils sont étiquetés, pétraçage, etc., rentrent dans des protocoles et des processus. Je pensais à les personnes âgées, mais moi j'appelle ça c'est le moment où la personne n'intentionnalise plus sa vie. C'est-à-dire qu'elle est un peu en capital, oui, elle n'est plus consultée.
ou peu, elle n'est plus dans une dynamique. Il me semble que tout le cognitif, il est aussi dans cette dynamique cognitive et dans cette participation sociale qui est liée. Hein. À partir du moment où, si on met la retraite à 30 ans, on fera que les petits vieux. Quoi. Bon, je caricature exprès. Je ne veux pas paraître là comment se défendre au niveau de cette frontière qui fait basculer, où la société ne vous en faut plus là où doute, et bon, finalement, il n'y a plus d'intérêt. Alors, je pense que ça va changer quand même. Enfin, et pour la simple et bonne raison que, c'est ce que je vous ai dit, hein, 30% de la population plus de 65 ans. Enfin, si on leur propose plus de la télé... Pour autant que ça va changer. C'est pas pour autant que ça va changer. Bah, je trouve que par exemple, alors il y a la ville de Toulouse, ils ont rédigé, ils ont fait un guide senior, qui est quand même un guide, voilà. Moi, je l'ai feuilleté, etc. Il y a un certain nombre de restaurants seniors, de salles d'activité pour les seniors, je veux dire, il y a des... Ça, c'est pas pour les personnes fragiles, mais ça. Sans plus. Ça. Pas de ça. Bien sûr. Ah non, mais nous, on a, enfin, au Gérontopole, au Gérontopole, on a un professeur qui est consultant et il a 80 ans. Et enfin, moi, je le vois tous les jours. Hein, enfin, il apporte vachement, et ne serait-ce que par la sagesse qu'il apporte dans le service. On arrive à lutter contre la déprime des personnes âgées, un petit peu en lien avec la question. Ils sont souvent déprimés par l'isolement social. Donc l'idée, c'est de les sortir de l'isolement social. Il faut vraiment essayer de sortir les gens de l'isolement social. Dès qu'on arrive à leur mettre de l'intérêt, mais vous avez qu'à voir enfin, bon, c'est caricatural hein, ce que je vais dire un peu, mais vous faites venir une classe de moyenne section dans une maison de retraite, mais vous allez égayer la maison de retraite pour la semaine. Et tout ça, juste parce que, en fait, ils se sont rendus utiles, enfin, ils ont l'impression d'avoir été utiles, ils ont été utiles. Parce que les enfants ont été contents, etc. Tout le monde a été heureux, etc. Parce que la difficulté, c'est justement de les mettre dans les vases clos, tous les gens déprimés ensemble, qui sont isolés ensemble, et voilà. Et une autre question, c'est pareil. Moi, j'avais entendu dire la DHEA est consultant. Non, c'est quoi? Alors, ça c'est carrément les hormones directement, parce que c'est ce que j'ai écrit, une définition de la DHEA. C'est un supplément hormonal. Là, c'est la même chose, c'est toujours pareil. Aux États-Unis, ils ont fait chez les hommes, à un moment, ils ont essayé de donner de la testostérone. À plus de 65 ans, donner de la testostérone, parce que c'est ce que j'ai expliqué, avec l'âge, toutes les hormones et notamment les hormones sexuelles diminuent. Et donc, ils ont essayé de donner de la testostérone aux hommes, parce que avec la testostérone, ils gagnaient de la masse musculaire, ça c'est le dopage. C'est du dopage. Et sauf qu'on s'est entraîné quand même plus d'effets indésirables que d'effets bénéfiques. Donc les substituts hormonaux, pour l'instant, par exemple chez les femmes, enfin pour vous, il y a eu une période où on donnait des substituts hormonaux chez les femmes ménopausées, vous pouvez notamment pour prévenir l'ostéoporose, etc. On s'est rendu compte que ces femmes qui avaient des substituts hormonaux, il y avait un risque de cancer du sein qui était augmenté du feu de Dieu. Donc maintenant, il y a des indications très 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 précises. Les substituts hormonaux, c'est soit la ménopause très précoce, soit un inconfort même de la ménopause au début très important, avec des flux de chaleur qui sont insupportables, etc. Et à ce moment-là, c'est une supplémentation, parce que par exemple sur l'ostéoporose, on s'est rendu compte que oui, elles avaient une masse osseuse qui était nettement plus haute que celle qui était pas substituée, mais en fait 5 ans après, elles arrêtaient, 5 ans après, elles revenaient au même niveau que les autres. En fait, on ne faisait pas de l'accumulation. Et donc au final, on s'est rendu compte qu'il y avait trop de risques par rapport aux bénéfices. Donc pour l'instant, peut-être que ça viendra un jour, hein, peut-être qu'on trouvera quelque chose. Mais pour l'instant, de toute façon, l'idée, s'il y a un jour, là il y a une étude pareille qui va être mise en place avec c'est Nestlé qui finance cette étude. Il faut une gélule avec un cocktail dedans. Il y a de la vitamine D, des oméga 3, il y a 36 000 trucs. Et ils se disent peut-être qu'avec ce cocktail, mais on va bien faire vieillir les masses azoulées. Donc
Voilà. Ça va être à Toulouse, si ça intéresse des gens d'en prendre. Ça en partie à Toulouse. Il y aura, voilà, vous allez prendre. Alors ça peut pas, franchement, ça peut pas faire de mal. Enfin, ça, il y a aucun risque. Vous allez prendre des choses du quotidien, quoi. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que les circuits d'alerte pour les professions libérales, les infirmières, etc., qui doivent vous ramener ce type d'informations, ou les ALB qui ont, par exemple, puisque vous avez lu par rapport aux informations données, est-ce que vous avez inclus ces modules à l'intérieur des formations pour les personnels spécialisés? Hospitaliers et libéraux, enfin, les paramédicaux en fait. Alors, on a des formations, par exemple pour les infirmières libérales, justement avec une espèce des formations même de délégation de tâches. Justement, elles sont formées à tous ces tests, elles peuvent repérer les gens et elles doivent après remonter l'info aux médecins traitants. On fait des formations aux écoles de kiné, aux dentistes, etc. Aux pharmaciens. Moi, je voudrais revenir sur un sujet qui vient d'être évoqué il y a très longtemps. C'est sur une des causes de l'accélération dramatique du vieillissement, c'est le désert social dans lequel les personnes âgées vivent. Il y a un nombre considérable de personnes âgées qui n'ont plus d'amis, dont les enfants sont partis très très loin, qui ne voient pas, qui n'ont plus aucune relation sociale, qui vivent entre quatre murs, qui ne sortent pas, qui sont désabusés du tout, etc. Et personnellement, moi je suis bénévole depuis près de 20 ans, et je peux te dire que avec mes petits moyens, avec ma personnalité, ma vitalité, etc., on les booste de façon extraordinaire, extrêmement facilement. Et ce qui est dramatique maintenant, c'est que quand j'ai commencé dans l'association de bénévoles, il y avait 75 ou 80% de vieux bénévoles. Et maintenant, il y en a moins de 50%. Parce que de mon temps, quand j'ai commencé à travailler, les gens, quand ils arrivaient à la retraite, ils vivaient encore 3, 4, 5, voire 10 ans, et puis après, c'est défini. Et ils ne se posaient pas la question, qu'est-ce que je vais faire à la retraite? Alors ils disaient, j'ai du temps, je vais faire du bénévolat. Ce qui est une très mauvaise notice, même si c'est très louable. Mais maintenant, les gens, quand ils commencent à travailler, ils se disent, moi, quand j'irai à la retraite, je ferai ci, je ferai ça, etc. Et c'est ce qu'ils font. Du coup, il y a beaucoup moins de bénévoles relativement âgés, stables. Et on voit beaucoup de jeunes bénévoles qui font ça parce que c'est un petit peu dans l'air du temps. C'est également parce qu'ils mettent ça dans leur CV. Et il y a énormément de turnover. Et il y a l'implication des mains du tout de même. Et je peux vous dire que quand on envoie une carte postale de son lieu de vacances à une personne âgée, ça leur fait un lien extraordinaire. Quel est le message que je transmets aux personnes que j'accompagne? C'est qu'enfin, elles sont quelqu'un pour quelqu'un. Et je m'étonne que, par exemple, on met en place le service civique. Mais pas du tout. En ce cas, des personnes âgées, on n'en parle pas du tout. C'est ça que je dis quand vous dites, quand je suis intervenu tout à l'heure pour dire que, bien sûr, la dépendance, on en a peur parce que ça coûte très cher, mais c'est pas une réflexion humaniste, ça. C'est une réflexion technique qui a sa valeur. Mais seuls les techniciens sont du courant de ça. Et votre conférence, qui est très importante, elle est très technique et elle est très confidentielle. Sur le plan des relations humaines, moi, je n'ai pas beaucoup entendu, comme je ne suis pas du tout médecin. Je ne porterai pas de chrétien sur l'ordre d'intervention. Voilà. C'était un petit peu mon cru. Non, mais vous avez la vie n'est qu'une succession de deuil. Là. Pardon ? La vie est une succession de deuil, et donc dans le deuil pas que de personnes, hein. Deuil, voilà. Je reviens sur le rugby, à 30 ans vous arrêtez de faire du rugby, c'est votre premier deuil. Voilà, puis après il y a le deuil justement des amis, de la famille, de l'époux, de l'épouse, etc. Et donc,
C'est ce que le périmètre de vie qui diminue, c'est exactement ce que je... Après, la solution, ça... Ce qui est grave, c'est pas le deuil, c'est le désert. Le désert, oui. C'est que différent. c'est une des conséquences. Mais vous prenez en compte. Dans les modules que vous avez, vous le prenez en compte, puisque vous parlez d'assistance sociale, Bien sûr. junior. Bien sûr. Dans les évaluations numérotiques. Donc, vous pouvez, madame le disait très justement tout à l'heure, les seniors ont le sentiment d'être déconnectés de la société d'aujourd'hui. Donc, ce qui n'est pas normal, puisque les seniors sont l'âme justement de l'association d'aujourd'hui. Le respect, etc., etc. Donc, on a besoin de nos seniors. Maintenant, comment les réintégrer à l'intérieur? Ah, mais les seniors ont un vrai rôle dans la société. Enfin, moi, je suis rien. Je sais pas. Je prêche. Mais il faut redonner un rôle qui est important, puisqu'en plus, il y a seniors et seniors en plus. Hein, Bien sûr. j'ai vu, hein. Il y a beaucoup de seniors volontaires. Il y a beaucoup de seniors volontaires et beaucoup de seniors qui peuvent apporter. Beaucoup. Mais par contre, je suis d'accord avec lui, il y a trop de seniors isolés. Il y a beaucoup trop de seniors isolés. Là, ils écoutent très bien. Et puis dans la science en plus. Je pense que vous avez eu un guide essentiellement de seniors, parce que sinon on regarde si on veut tout. Je pense qu'il va y avoir une ou deux personnes qui ont moins de 65 ans, dont je ne fais pas partie, qui vous ont posé des questions. Et je ne vais pas poser une question pour compléter les informations que vous nous avez données. Vous avez beaucoup de plaisir pour nous. Mais vous, pourquoi vous êtes intéressé de ça? Moi, j'ai toujours voulu faire médecine. Et quand j'ai fait mes études de médecine, toutes les spécialités m'ont intéressé. Et en fait, en arrivant au moment où je passais l'internat, donc je me suis dit, mince, j'ai pas envie de choisir une spécialité, faire de la cardiologie, puis de m'intéresser qu'au cœur toute la vie. Alors c'est très loin, hein, je fréquente un peu des collègues qui sont cardiologues. Hein. Mais donc à ce moment-là, s'ouvrait à moi la médecine générale ou la gériatrie. Et en fait, la gériatrie, enfin je ne me suis pas beaucoup posé la question, pour la simple et bonne raison que ce qui me plaisait dans la gériatrie, c'était justement ce qu'on disait un peu tout à l'heure, c'était de dire, mon patient, il vient pour sa pneumopathie, mais il a aussi ses comorbidités, il a aussi son, voilà, donc il va avoir aussi son diabète qui va décompenser, il va aussi avoir tout ça. Je trouvais ça hyper stimulant intellectuellement. Et après, il y avait le versant recherche qui m'intéressait. Enfin, moi, j'avais déjà commencé un peu à faire de la recherche pendant mes études de médecine, et parce que j'ai un parcours de sciences avec un doctorat en sciences à part, et donc c'était assez vierge de la recherche en gériatrie. Enfin, vierge. Ça avait commencé depuis peu de temps. J'ai un doctorat en toxicologie et environnement. Et en fait, c'est bien. Et donc voilà, donc c'était pour aussi le versant recherche, à se dire la recherche en gériatrie, c'est bien. Après, j'ai appris à découvrir les seniors sont une autre population pas différente. Après, c'est particulier parce qu'on parle de seniors après, enfin, de gériatrie après 65 ans. C'est pas la population que, alors c'est la population que j'ai dans notre projet de recherche. Faut pas se mentir, entre 65 et 75 ans. Et la population que j'ai à l'hôpital, la moyenne d'âge dans mon service en posture gériatrique, c'est 83 ans. Donc, pour moi, la gériatrie, la gériatrie dans le soin, elle est à cet âge-là. D'ailleurs, les personnes à 65 ans, 66 ans, s'ils n'ont pas de comorbidité et que vous faites un infarctus du myocarde, je vous envoie en cardiologie. Vous n'allez pas en gériatrie, il faut que vous soyez vu par un cardiologue. Je ne suis pas cardiologue. Et là, vous n'avez pas de problème de santé, vous êtes en bon état général, etc. Vous allez voir un cardiologue. Pas un gériatre. Si maintenant vous avez 66 ans, vous êtes diabétique, hypertendu, machin, là, il faut aller voir un gériatre parce que le cardiologue, lui, il sait traiter que son problème cardiaque. Il ne sait pas traiter la personne. Et dans vos recherches, utilisez-vous la toxicologie? Ah ouais. Justement, par exemple, pour la maladie d'Alzheimer, j'ai vu des choses comme quoi il se pourrait qu'il y ait des problèmes de toxicité alimentaire qui soient une cause lointaine et pendant des années
du développement de la maladie. Pour le Parkinson, par exemple. Moi, je suis pas faire Pour le Parkinson, c'est là par contre, pour la maladie de Parkinson, par exemple, là maintenant c'est bien prouvé. C'est même en affection, en maladie, en maladie pour les agriculteurs avec les pesticides. C'est prouvé que certains pesticides ont donné des maladies de Parkinson. Donc on sait que le côté environnemental. Moi j'ai travaillé, mon doctorat en toxicologie, c'est sur la pollution atmosphérique et l'effet de la pollution atmosphérique sur le cancer du poumon chez le sujet âgé. Et donc oui, moi je suis pas. Je suis pour effet de nouveau. Je ne connais rien. Je connais pas la peau. Non, la reconnaissance. On sait que c'est des dépôts de plaques amyloïdes, etc. dans le cerveau. Voilà. Après, on va avoir, les traitements pour l'Alzheimer, des traitements efficaces vont arriver. Hein. Là, d'ici moins de 10 ans, on traitera l'Alzheimer. D'ici moins de 10 ans, on traitera l'Alzheimer. Maintenant, le problème, c'est qu'on traitera les dépôts de plaques, les machins, etc. Maintenant, le savoir pourquoi il y a des gens qui font des dépôts de plaques, etc., c'est vrai qu'on ne sait pas. On ne sait pas. Non, mais pourtant, alors, il y a des gènes qu'on connaît, mais en fait, on les connaît comme ça. On sait que si tel gène est modifié, les gens sont plus susceptibles d'avoir un Alzheimer. Mais pourquoi ce gène s'est modifié? On ne sait pas. Mais on peut trouver demain ou dans 10 ans. C'est ça. Après, ça a bien. Les différents plans Alzheimer qui ont été faits en France là, ont été très très bénéfiques sur la recherche sur l'Alzheimer. Parce qu'on a centralisé les moyens. Le problème de la recherche, c'est que chacun peut faire un peu dans son coin et chacun peut faire la même chose. Et l'avantage de ces plans Alzheimer, c'est ils ont mis beaucoup d'argent et ils ont dit, vous allez faire ça, vous allez faire ça, vous allez faire ça, et beaucoup d'argent au même endroit avec des gens qui ont des vraies spécificités. Et donc on a bien progressé en moins de 10 ans. Bon, je crois qu'il faut terminer. On a parlé d'Alzheimer justement. Et ils ont des références par rapport à Alzheimer. Ils disent, c'est dur, allez. C'est dur. Par le scanner, c'est attirant. Ils arrivent à revenir 5 ans en arrière. Enfin bon, c'est d'adieu, ce sont arrivés à faire. C'est énorme. Pas qui les vu. Ouais, c'est sûr. Bien, mais je crois qu'il me reste à remercier le docteur Fougère. Il a fait